Bonjour, nouvelle journée, nouvelle rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marianne Bourche. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors Marianne, vous vous en doutez, pour rédiger cette introduction, j'ai cherché des informations sur vous et on peut dire que vous avez un parcours très rythmé. Donc personne n'en doutera, vous aimez la musique. Vous êtes né d'une famille de musiciens, vous pratiquez vous-même le piano et le chant. Aujourd'hui, vous êtes journaliste et productrice de la série de podcasts Histoire de musique sur France Musique. Vous avez également créé en 2001, en collaborant avec le chef d'orchestre Louis Langlais, les concerts du mercredi, une série de concerts reliant l'histoire des hommes à l'histoire des arts, recommandée par le rectorat de l'Académie de Paris. Vous intervenez dans l'organisation de concerts au sein de plusieurs lieux culturels emblématiques, tels que le musée d'Orsay ou alors le Petit Palais. Vous faites également des conférences et bien évidemment, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, comme la collection J'aime la musique, Farandole de Contine au piano et votre dernière réalisation, le journal intime de Mozart. Donc, à ce propos, sur cette dernière publication, est-ce que vous pouvez nous la décrire en quelques mots? Alors, ce que j'ai envie de faire, puisque on va parler d'un compositeur, eh bien, avant que je mette mes mots, je voudrais juste faire une petite introduction en musique et finalement un petit peu tester nos chers auditeurs sur cette petite introduction, savoir si vous allez deviner de quoi il s'agit. Voilà, donc je pense, j'espère peut-être que certains d'entre vous auront deviné cette fameuse petite musique de nuit de Mozart. Donc, pour revenir à cette écriture autour de Mozart, eh bien, voilà qui était une idée des éditions Belin d'écrire un journal intime. Et je dois dire que j'avais d'abord refusé. J'avais d'abord refusé d'écrire ce livre parce que je me disais juste, mais mon Dieu, il s'est déjà écrit tellement de choses sur Mozart, tout le monde connaît Mozart, qu'est-ce que je vais… Voilà, j'étais très intimidée, surtout de prendre sa plume. C'était encore pire parce que c'était me mettre à sa place. Donc, je ne suis ni géniale, je ne suis pas compositrice, c'était presque de l'ordre du challenge et quelques mois d'été ont passé. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, l'idée est très belle et je vais donc essayer de prendre la plume de Mozart. Et on a la chance que Mozart ait écrit énormément de lettres, presque autant de mots que de notes. Et en relisant toute sa correspondance, tous ses écrits, toutes ses petites notes, tous ces petits mots parfois bien rigolos, eh bien, je me suis fait en fait une très, très grande joie de parcourir toute sa vie au rythme de sa plume. C'est très bien résumé. On a également Maryse Bunel, notre partenaire journaliste chez Lélito, qui a plus de questions à vous poser donc à ce sujet, mais aussi sur votre parcours. Bonjour Maryse. Bonjour Louise, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marianne. Bonjour. Bien, la première question, c'est que voilà, vous avez publié une collection, vous l'avez rappelé, J'aime la musique. Et vous, qui vous a fait aimer la musique? Alors, je dois dire que ma grand-mère était professeure de piano, ma maman professeure de musique, donc il y avait des disques à la maison. Et en fait, le souvenir le plus fort que j'ai, c'est un disque d'un groupe de musiciens qui s'appelait les Calchaquis à cette époque, qui était un groupe de musique andine de la Cordillère des Andes en Amérique latine. Et j'adorais, mais je vous parle de j'avais 4-5 ans, hein, mais c'est un souvenir tellement présent et j'adorais cette musique. Et
je mettais carrément des coussins par terre et au rythme de cette musique, on était dans un appartement et j'avais mis tous les coussins comme ça qui parcouraient tout l'appartement et au rythme, mes parents n'étaient pas là quand je faisais ça parce qu'en fait, je mettais la musique très très fort. Et je sautillais, je courais au rythme de la musique uniquement en sautant d'un coussin à un autre. Et plus tard, quand j'étais étudiante et que je prenais le métro pour aller à mes cours, il y avait beaucoup de groupes de musique andine à cette époque-là dans les stations parisiennes. Et je m'arrêtais des heures. Donc, je dirais, enfin, après, évidemment, j'ai évolué vers d'autres musiques. J'ai un souvenir de la flûte enchantée d'ailleurs quand j'étais jeune. Mais je dirais que ce premier contact physique qui m'emportait complètement, c'était avec la musique des Calcekis. D'accord. Et donc après, vers quelle musique vous êtes allé? Alors après, je vous dis, j'ai découvert la flûte enchantée, j'ai découvert la musique de Frédéric Chopin, à chaque fois qui me faisait rêver. J'ai découvert Rachmaninov. Là, il y avait toute la musique russe, donc j'avais en plus de ça toutes ces images de paysages enneigés. C'était à chaque fois comme des voyages qui s'ouvraient à moi, et donc je suis venue à Mozart un peu plus tard, pardon, à Bach un peu plus tard. Mais c'est vrai, finalement, cette musique andine, puis ensuite Mozart, c'était quelque chose de pétillant. J'ai surtout le souvenir du Papageno qu'on va écouter un petit peu plus tard. Voilà, c'était surtout des portes de voyage infinies, à la fois dans un imaginaire, mais aussi à l'intérieur de moi-même. Il y avait plein de choses, des émotions, c'était une façon de découvrir tout ce que je pouvais ressentir finalement. Beethoven, c'était d'un seul coup quelque chose qui me submergeait, je me sentais très très forte. Enfin, voilà, c'était à chaque fois des voyages. Et justement, comment transmettre l'amour de la musique? Ce que vous faites avec vos ouvrages, c'est transmettre cet amour-là aussi. Ben, effectivement, c'est vraiment transmettre cet amour, c'est vraiment transmettre comme une nécessité. Voilà, j'ai soif, je bois de l'eau. Est-ce que tu n'as pas soif? Est-ce que tu n'as pas envie d'eau? Et quand tu découvres finalement qu'un bon verre d'eau fait du bien, bien voilà, c'est un partage de bonheur et en même temps de satiété. Oui, c'est vrai que je crois que pour faire aimer, c'est te dire sans doute pourquoi on aime. Cela étant, on n'aime pas tous pour les mêmes raisons, donc il ne faut pas non plus obliger quelqu'un à aimer parce qu'on aime, ça c'est pas possible. Mais d'ouvrir des images, justement ouvrir des portes d'imaginaire et sans doute de tisser quelques passerelles qui permettent de se dire, bah tiens, oui, effectivement, j'entendais pas ça comme ça, mais en imaginant que ça puisse évoquer une nature, un paysage ou une situation de vie. Je me souviens à un concert, j'étais avec des élèves de collège, c'était de 4e et 3e. Et j'avais programmé un concert autour des mélodies de Berlioz, donc un programme excessivement classique qui était interprété par une soprane et pianiste. Et c'était des étudiants qui n'avaient pas du tout l'habitude d'écouter à la fois, non seulement une chanteuse, donc classique, sans micro, comme ça, seule devant le public, et puis en plus de ça, des airs qui parlaient d'amour, qui parlaient de sentiments, ou qu'à cet âge-là, soit on brave de manière un peu humoristique, soit on garde très profondément. Il y a beaucoup de pudeur. Et je me souviens très très bien que lorsqu'ils ont commencé à entendre cette mélodie, ils commençaient tous un peu à rire, un peu finalement à ne pas se sentir très très bien. Et puis progressivement, je leur dis, mais est-ce qu'on a tous envie de dire à quelqu'un à un moment donné dans notre vie qu'on l'aime, qu'on ne sait pas forcément bien lui dire, mais qu'en tous les cas, voilà, cet échange de mots. Et donc, on était dans une vraie conversation. Et c'était extraordinaire parce que plus on avançait dans le programme, plus on allait dans quelque chose d'intime, plus en fait chacun était pris par cette émotion et avait oublié tout ce qu'il pouvait y avoir en fait du regard de l'autre et était juste en lien direct. Et je crois que voilà, c'est l'échange, le partage,
Et puis d'un seul coup, d'abandonner ce que l'autre peut penser et juste être en prise directe avec soi fait qu'on rentre dans la musique et j'espère on l'aime. Alors, Louise l'a rappelé, vous faites partie d'une famille de musiciens et de musiciennes. Est-ce que le piano a été pour vous un vrai choix? Alors, très honnêtement, non. Très honnêtement, non. Je vous ai dit, ma grand-mère était pianiste, professeure de piano. Donc, évidemment, j'entendais, parce qu'on habitait très proche et j'allais tout le temps la voir. Donc, comme elle avait énormément d'élèves, j'avais l'impression, voilà, il y avait sans cesse quelqu'un au piano. Ma sœur aînée jouait du piano. Donc, forcément, j'avais juste envie de faire comme eux. Mais sauf qu'en fait, j'avais envie de dire beaucoup plus avec mon corps. Et du coup, quand j'ai été à l'âge de l'adolescence, enfin, j'ai toujours chanté, parce que maman aussi jouait du piano, et donc je lui disais, écoute, voilà, on chantait, mais on chantait plein de choses, hein, on ne chantait pas que du classique, on chantait des airs pop, on chantait des airs de comédie musicale de West Side Story, je me souviens à l'époque, c'était Michel Berger que j'adorais, donc maman se mettait au piano, elle achetait les partitions, etc. Donc j'aimais tout chanter et j'avais sans cesse besoin de chanter. Donc j'ai fait beaucoup de chants. C'était finalement la voix qui me permettait de plus dire. Mais donc j'ai continué un peu le piano, mais c'était pas ce que je préférais. Mais voilà, c'est mon histoire. Hein, c'est pas. Vous avez aussi imaginé les concerts du mercredi dans lesquels vous mêlez la musique et la peinture. Quel lien y a-t-il entre justement musique et peinture? Tous les liens sont possibles. Les liens des couleurs. Un peintre parle en couleur chaude, en couleur froide. On parle quand on écoute une description ou qu'on lit une description d'une toile, on évoque beaucoup les contrastes, on évoque beaucoup les perspectives, etc. Et en musique, on parle aussi de couleurs. Quand on évoque les couleurs majeures, on est dans des couleurs lumineuses, ensoleillées, joyeuses. Quand on est en revanche dans des couleurs mineures, on est au contraire dans des couleurs sombres, nostalgiques, plus tourmentées. C'est exactement le même langage qu'un tableau. Donc ça, c'est déjà un rapport visuel et auditif. Et puis, il ne faut pas oublier qu'autrefois, les artistes se côtoyaient beaucoup. Partageaient entre eux ce qu'ils venaient de composer ou ce qu'ils venaient d'écrire ou ce qu'ils venaient de peindre. Il y avait vraiment une communauté artistique beaucoup plus naturelle en fait qu'aujourd'hui. Tout le XXe siècle en fait a plutôt eu tendance à séparer, enfin moitié du XXe siècle, à séparer ces univers, alors qu'en fait ils ont un langage commun et ils s'inspirent les uns les autres aussi. Donc, et évidemment, les œuvres sont aussi pour beaucoup reliées à l'histoire des hommes. Quand on prend par exemple le quatuor, le numéro 8 de Shostakovich, ou même toute la musique de Shostakovich, ce compositeur russe, toute sa musique est littéralement reliée à l'histoire de l'Union soviétique à cette époque, aux menaces du stalinisme. Sa musique même, le pam 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 pam, c'est Staline et le KGB qui cognaient à la porte pour venir faire ses arrestations. Donc la musique a vraiment un lien direct avec l'histoire des hommes et avec l'histoire des arts. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnecter. C'est en plus de ça ce qui permet à tous de tellement mieux saisir l'importance de certaines pièces musicales qui étaient vraiment l'exutoire ou au contraire parfois même sans les mots, parce que Shostakovich par exemple, ses opéras ont été censurés parce qu'évidemment il y avait du texte, donc des intentions, des dénonciations, mais toute la musique instrumentale pouvait passer. Donc en fait les notes remplaçaient les mots et le langage était là, et ça c'est quelque chose de très très fort, et c'est vraiment le langage de la musique sans les mots qui peut être beaucoup plus puissant pour certaines fois. Alors, vous jouez de la musique et vous la racontez aussi. Pourquoi? Pour la faire aimer, pour la partager, pour la vivre. Parce que quand j'entends des personnes qui découvrent la musique et qui me disent « mais moi, j'écoute cette musique et elle m'apaise », bah, je pense que cette simple phrase-là fait comprendre que tout est dit. Enfin, l'objectif est atteint parce qu'on a énormément besoin d'être apaisé.
d'être élevé aussi. La musique sert à nous élever, à ne pas sans cesse ressasser des sujets qui finalement nous entretiennent dans une sorte de oui, parfois une certaine forme de médiocrité. Donc, quand on écoute certaines musiques, alors pour le coup, la musique de Jean-Sébastien Bach, quand on l'accepte complètement sans imaginer quoi que ce soit pour le coup, et juste la ressentir, il y a vraiment quelque chose dans le corps qui vous fait vous redresser et surtout penser plus haut, penser plus loin. Quant à celle de Beethoven, elle vous donne une énergie, vous sortez de votre pièce, vous avez l'impression que vous allez embrasser le monde entier. Donc, oui, la musique, c'est pas juste une distraction, c'est pas juste un loisir, c'est vraiment quelque chose, entre guillemets, qui nous élève. Et on ne peut pas refuser cette élévation. Mais c'est l'élévation, comme je le disais, dans l'aspiration au plus haut, c'est-à-dire à des idées plus belles, plus élégantes, plus sophistiquées. C'est l'élévation dans l'énergie, c'est-à-dire que si un jour on est un peu ratatiné en se disant que tout va mal et rien ne va plus, bah, une bonne symphonie de Beethoven et on se dit bah, finalement lui il était quand même sourd, il avait une vie absolument épouvantable, il a réussi à composer ses œuvres absolument magistrales, donc finalement je vais me faire tout petit et puis je vais me dire que moi aussi ça peut aller. Voilà. Et comment écrire sur la musique, notamment quand on s'adresse aux enfants? Alors, ce que j'essaye de faire, c'est de ne plus rien savoir. De ne plus rien savoir et de juste me dire, voilà, cet enfant découvre ses premiers mots sur cette première musique. Qu'est-ce qu'il peut ressentir? Je ne vous cache pas que je repars aussi sur ce que moi j'étais, la manière dont j'ai vécu certaines rencontres musicales, certaines impressions. Donc il faut surtout éliminer, faut tout éliminer. Faut tout éliminer pour redécouvrir. Et c'est ça qui est extraordinaire quand on écrit pour des enfants. Mais en fait, même pour des plus grands, enfin pour toutes les conférences que je fais pour des adultes, la découverte, c'est parce qu'on a d'abord envie de découvrir soi. On n'a pas envie forcément de découvrir ce que l'autre a découvert. On a un petit quelque chose en nous, on aime bien être le premier à découvrir quelque chose. Si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, on aime bien que ce soit un petit trésor et être le seul à le découvrir. Donc finalement, c'est juste faire table rase de tout et de partir dans un monde où, comme une première fois. Et donc, pour le journal de Mozart, vous êtes parti aussi sur ce chemin comme une première fois? Ben, oui, parce que alors là, c'était Mozart. Donc Mozart, oui, qu'est-ce qu'un enfant à qui on demande de se bander les yeux pour jouer du clavecin devant toute une cour de princes et de princesses? Qu'est-ce qui se passe en lui quand il est dans une calèche, qu'il essaye d'écrire toutes ses notes, qu'il a très peur de faire des ratures, puis pouf, tout tombe parce qu'il y a une roue qui se casse? Bah, quel enfant n'a pas été très en colère parce qu'il a été poussé et qu'il a fait une rature sur ce qu'il venait d'écrire ou de dessiner? C'est juste la vie de chacun. Et c'est de se mettre à sa place. Se mettre à sa place aussi quand il part faire tous ses voyages et qu'il dit au revoir à son chien, à son chat. Il ne sait pas quand il va revenir, si même il va revenir. Il faut quand même imaginer qu'au XVIIIe siècle, partir en voyage, c'était pas comme aujourd'hui. Enfin là, on met entre parenthèses évidemment la période qu'on est en train de vivre, mais il n'y a encore que quelques mois, il suffisait de cliquer sur nos ordinateurs pour organiser un aller-retour au bout du monde. Et puis voilà, les choses étaient faites. Non, du temps de Mozart, c'était des semaines et des semaines de voyage en calèche, donc pas de chauffage à l'intérieur, des couvertures, les roues en bois qui traversent toutes les campagnes, à toutes les saisons. Donc d'ailleurs, à un moment donné, il faut partir en septembre. Enfin voilà, il faut partir maintenant parce que plus tard, il y aura la neige, etc. Donc le voyage sera plus compliqué. Donc il a quand même entre 6 et 7 ans, il s'embarque. Et il va tomber beaucoup ou très souvent malade. Et là encore, quand vous tombiez malade à cette époque, fallait attendre que la maladie passe au risque d'y mourir.
Donc c'est une vie, c'est quand même une vie incroyable. C'est une vie incroyable et je crois que ce qui est vraiment important, c'est voilà, même s'ils n'avaient pas le choix, ils l'ont quand même vécu. Et ça, je pense que nous, d'essayer de nous mettre à cette place-là, et puis les séparations, et puis il écrivait plein de lettres, et il gardait cet humour, et en même temps, il était aussi très sombre. Mozart, c'est vraiment un tout jeune enfant qui avait déjà des humeurs, ou en tout cas des passages de vie, de pensée très sombres, très adultes, très mûrs, et quand il était adulte, il avait encore ces passages très enfantins, très, très naïfs, très drôles. Donc, on restait mi-enfant, mi-adulte tout du long. Et il reste pour vous un compositeur incontournable, parce qu'il y a des tubes de Mozart et on les connaît tous et toutes. Oui, il est incontournable. Il est absolument incontournable parce que, comme vous venez de le dire, on le connaît tous, a priori, même si c'est à travers une sonnerie portable, il est quand même là. Ça fait quand même plusieurs siècles qu'il est là. Donc ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier qui nous parle au-delà de dire c'est une musique classique. Enfin, en fait, on a envie de dire non, enfin, de surtout pas prononcer le mot musique classique. On a l'impression, là, ça y est, on va trembler sous prétexte qu'on n'y est pas forcément habitué. On va pas y aller. C'est juste une musique qui continue de nous évoquer quelque chose. Quand on écoute ces opéras, que ce soit Così fan tutte ou Les Noces de Figaro ou même le Don Giovanni, dans tous ces opéras, Mozart nous apprend à aimer. C'est stupéfiant. Ce sont des messages, comment appréhender la jalousie, comment appréhender l'attente d'un amour qui n'est pas encore dit, qui n'est pas encore né et qui va naître. Donc on est déjà presque dans une ère romantique. Donc la jalousie, l'attente, la colère, la déception, la méfiance aussi. Donc ce sont des apprentissages qui sont les mêmes aujourd'hui. Apprendre à aimer, ça reste pareil, on est tous encore un peu jaloux, on a tous encore de la colère, il y a le mensonge, on cache la vérité. Tout ça, il le dit déjà dans ses opéras. Donc si vous enlevez tous les costumes, les décors, et que vous ne faites qu'écouter le texte et la musique, qui parfois même dans ces silences vous remplace dans la vie, oui, on comprend qu'effectivement, il soit encore là et nous, on le reçoit vraiment. C'est saisissant de vérité, de vérité. C'est pour cette raison, pour toutes ces raisons que vous parlez de Plume enchantée. Alors, la Plume enchantée, c'est pour plusieurs aspects. Oui, la plume, parce que Mozart écrivait avec une plume, bien sûr, comme toute personne de cette époque. Donc, de fait, elle était un peu enchantée, puisque tout ce qui est né de cette plume est quand même sont des œuvres sublimes. Et évidemment, la flûte enchantée, entre autres. Il y a aussi la présence, déjà dans la vie de Mozart, de son oiseau, son canari. Alors, ça peut sembler un peu comme ça, mais où va-t-elle avec cette histoire de canari? Mais on l'entend, il est sur son bureau, il lui siffle des petits airs, il raconte que le canari reproduit les petits airs. Il le dit lui-même, voilà, il lui crie un petit chant au moment où il s'en va. Quand il écrit à sa sœur Nannerl, il lui demande des nouvelles de son canari. Quand son petit étourneau meurt, une semaine après son père, ça peut sembler incroyable, mais il va annoncer la mort de son père de manière excessivement pudique, très sobre, une phrase. Et pour la mort de son petit sonnet, qui est sansonnet, pardon, qui est un petit oiseau, il va écrire tout un poème. Donc, ça n'est pas neutre, et c'est d'autant pas neutre que, et là on rentre dans un sujet plus vaste, mais qui est très important néanmoins, c'est que Mozart était un franc-maçon. Lorsqu'il est à l'âge plus adulte, il décide de rejoindre la franc-maçonnerie. Et l'image de l'oiseau, la symbolique de l'oiseau est très importante. Et finalement, on ressent toute la cohérence entre ce choix de rentrer dans la franc-maçonnerie, qui était assez fréquent néanmoins à cette époque-là pour tous les artistes et les intellectuels, mais aussi cette musique qui nous porte,
qui nous emmène plus loin, qui nous fait réfléchir et qui tend à vouloir nous apporter la lumière. Donc oui, l'image de l'oiseau qui vole vers la lumière, c'est vraiment Mozart. Vous l'avez rappelé en introduction, il existe beaucoup d'écrits sur Mozart, sur sa musique, sur sa vie. Donc vous avez dû faire des choix. Qu'est-ce qui vous a guidé justement dans cette écriture? Je suis très sensible à la relation au père. Léopold, donc le père de Mozart, était un violoniste très connu à cette époque. Il jouait il était un pédagogue très connu. Il était violoniste, il jouait dans l'orchestre du prince archevêque, puisque à cette époque-là, l'Allemagne était donc faite de plusieurs États, et tous ces États étaient dirigés, étaient gouvernés par des princes, et en fonction des cours finalement, et du goût des princes et de leur religion, catholique ou protestante, ils aimaient plus ou moins la musique. Donc ils avaient, pour beaucoup d'entre eux, des orchestres auxquels il commandait quasiment quotidiennement des œuvres, et Léopold, le père de Mozart, était donc musicien de la cour. Quand Léopold observe son fils, qui a 4 ans, quand il compose déjà ses premiers petits menuets, ses premières musiques, et qui déjà sait jouer du clavecin et du violon, et qu'il est sans cesse en train d'entendre de la musique dans sa tête, il a compris que son fils a quelque chose qui n'est pas tout à fait de l'ordre du commun, et il va vraiment, immédiatement, et pour toute sa vie durant, se consacrer intégralement à faire de Mozart finalement ce qu'il est devenu. Donc le faire découvrir par tous les grands d'Europe, d'où la nécessité de l'emmener en voyage, puisque pour se faire connaître, il fallait voyager et aller dans les cours voisines, donc à Vienne, en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre, et c'est Léopold, c'est son père qui va organiser évidemment matériellement, etc., mais aussi toutes les autorisations pour sortir du pays. À chaque fois, il fallait des lettres de recommandation. Enfin, c'était un processus quand même très compliqué. Il va demander à toutes les personnes de l'aide, du soutien, de l'argent aussi. Et puis, le faire travailler. C'est lui qui va lui donner pendant ces heures interminables de voyage. Il va lui enseigner l'histoire, la géographie, les langues, évidemment la musique. C'est lui qui lui enseignera absolument tout. Donc, un père excessivement présent, évidemment rigoureux, voire autoritaire. Lorsqu'il y a des escales, il leur achète, parce qu'au premier voyage, Nannerl, la sœur de Mozart, qui elle-même chante et joue du clavecin et du violon très bien, il y a aussi la mère. Donc à chaque étape, il leur achète une petite épinette, vraiment comme un petit piano miniature, pour qu'ils continuent de travailler. Donc c'est vraiment la présence du père et ce maintien de la règle, de la consigne et de l'habitude. Il le dit, c'est un habit de fer, cette habitude. Mais on le sait, c'est dans l'habitude, c'est dans le quotidien que l'on parvient à atteindre de vrais résultats. Je veux dire, un sportif, il s'entraîne tous les jours. Aujourd'hui, c'est pareil, une danseuse, un joueur de foot, un nageur. Et comme les musiciens, tout ça demande de l'entraînement. Quand l'entraînement s'arrête, tous ceux qui pratiquent des sports le savent très bien, ça s'arrête. Donc, le père de Mozart, Léopold, est un coach, incroyable, et jusqu'au bout. Et évidemment, Mozart a un tempérament de feu, mais il le dit lui-même, sans son père, il n'aurait pas réussi à être parce que le Mozart que donc on connaît. Parce que même si un individu est génial, s'il n'y a pas de travail et s'il n'y a pas une consécration absolue à ce don du ciel finalement que l'on reçoit, quand une danseuse reçoit de la nature un corps filiforme, une plastique superbe, si cette danseuse-là n'est pas à travailler avec une discipline, il ne se passera rien. Il ne se passera rien. Eh bien, Mozart, c'est pareil, c'est la même histoire. Et il volera de ses propres ailes, parce qu'il faut aussi savoir se séparer du père dans l'existence, c'est important. Il faut ouvrir la cage, justement,
parce que, voilà, est-ce que Mozart a été mis dans une certaine forme de cage dorée par le père? Bon, quand on voit tout ce qu'il a réussi à composer avec autant de liberté et de beauté, je pense que la cage devait être très vaste. Mais c'est légitime qu'il ait eu besoin d'en sortir et de vivre sa vie d'artiste librement. Mais il a toujours absolument respecté et rendu grâce à son père de l'avoir. Voilà. Et c'est ça qui m'émeut profondément. C'est ce lien indéfectible du père au fils. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Alors, moi, ce que j'aimerais, pour clore ce petit instant, si vous voulez bien, parce que on a parlé justement de la présence de l'oiseau et dans la vie de Mozart, et ce personnage, je ne sais pas si vous connaissez ou pas, mais de Papageno dans la flûte enchantée, qui est cet oiseleur qui attrape des oiseaux et qui est surtout un personnage qui est à la fois très tendre, très drôle, mais aussi qui a ces moments voilà, où il se rend compte qu'il n'arrive pas à faire les choses, qu'il est peut-être pas aussi sérieux, il a du mal à faire des efforts, il a des mal à garder le silence, comme il lui est demandé. Papageno, c'est le personnage que Mozart préfère de tous les personnages qu'il a pu inventer et pour lesquels il a composé. Sur son lit de mort, c'est l'air de Papageno que Mozart chante très doucement. Donc, c'est celui-là que j'ai eu envie de vous faire entendre. Donc, si vous me donnez 2 petites secondes, je vais vous le proposer. Avec plaisir. Voilà. Pardon. Si vous voulez bien, je vais le remettre au début. Voilà. Voilà, c'était juste un tout petit extrait pour comprendre voilà l'importance de l'oiseau chez Mozart et avec le personnage de Papageno qui veut être un homme gai, toujours gai. Et c'est le message de Mozart. Malgré tout ce que la vie peut nous présenter, être gai. C'est vrai que c'est une belle morale, en tout cas. Et il me semble que vous aviez aussi proposé un deuxième extrait. Alors, on a commencé avec la petite musique de nuit, qui est donc le clin d'œil aux musiques inoubliables. Ça, c'était effectivement l'air de Papageno. Et puis, ce qui est aussi un petit clin d'œil qui nous fait sourire dans la vie de Mozart, et c'est évidemment celle de tout enfant qui chante des petites comptines avec sa maman. Alors à cette époque-là, on appelait sans doute pas cela des comptines, mais sa maman lui chantait. Un petit peu comme toutes les mamans quand on essaye, en tous les cas, d'être. Alors parfois les mamans disent « Oh, mais je chante complètement faux ». Ça, il faut tout de suite l'oublier, il faut jamais le dire, il faut juste se dire « J'ai envie de chanter avec mon enfant, je le fais ». Et la voix, c'est ce qu'on a de plus naturel en nous. Donc, il faut juste suivre, la laisser suivre la musique tranquillement
et elle se met dans ce petit moule qui est le moule de la douceur de l'enfance à travers donc ces comptines et c'est aussi pour cela que je trouvais joli sans doute de proposer une comptine des livres de cette farandole de comptines proposée par le pianiste Abdelrahman El Bacha, si vous en êtes d'accord. Alors. Alors, Marianne, nous n'avons pas entendu l'extrait. Je pense que vous avez oublié de rallumer votre micro. Ah, pardon. Vous avez entendu la comptine? Non. Donc, c'est l'occasion de la remettre. Je suis désolée. Alors, on va passer à Dans la forêt lointaine. D'accord. Et là, je m'arrêterai à un moment donné pour qu'on essaye de découvrir ce qu'il y a dans la forêt lointaine. D'accord. Le piano nous raconte une histoire. Nous sommes dans un jardin où il y a du romarin et des coquelicots. C'est la main droite du pianiste qui chante la chanson. Voulez-vous chanter avec elle? Alors, promenons-nous dans les bois, dans la forêt lointaine et au clair de la lune pour terminer. Alors, juste avant, on va également laisser… Dans la forêt, promenons-nous dans les bois, on reprend, promenons-nous dans les bois. Alors, on peut continuer avec Dans la forêt lointaine et ensuite laisser le public aussi vous poser quelques questions. Comme ça, on pourra aussi finir en musique. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Ou au clair de la lune. On va peut-être au clair de la lune. Tout le monde la connaît et chacun peut chanter peut-être chez soi au clair de la lune, tranquillement. Alors, je vous propose au clair de la lune. Une souris verte. Ah, non, c'est pas celle-là. Pardon. Alors là, j'ai fait une erreur. Du coup, je vais me tromper. Ah mince, pardon. C'est là. Pardon, au clair de la lune, Louise, parce que je n'ai pas le livre sous les yeux, c'est là. C'est quelle piste? Alors, je ne l'ai pas non plus sous les yeux. Après, si vous voulez, on peut partir sur une souris verte. Il n'y a pas de souci, on va faire… On y va, allez. Gentil coquelicot. Ah non, c'est gentil coquelicot. Allez, on reste là-dessus. Et bien, allons-y. Le piano nous raconte une histoire. Nous sommes dans un jardin où il y a du romarin et des coquelicots. C'est la main droite du pianiste qui chante la chanson. Voulez-vous chanter avec elle? Voilà, je crois qu'il faut laisser sans doute la place aux questions. Et puis la découverte du disque, je ne peux qu'encourager à aller à la découverte de ce très beau livre. Il y a toutes les belles comptines de l'enfant jouées par un magnifique pianiste au piano, ce qui veut dire que chacun peut soit fredonner, soit chanter avec les couplets qui sont dans le livre, soit tout simplement l'écouter. C'est déjà une très jolie musique qui nous fait redécouvrir au clair de la lune, la Clairefontaine, une souris verte, effectivement. Toutes ces très jolies comptines, comme la mère de Mozart. Mettons-nous à chanter des comptines avec nos enfants. Oui. Donc, je peux voir dans le chat qu'on a quelques questions pour vous. Alors, Brahim vous demande comment peut-on intéresser un enfant à Mozart et à la musique classique simplement?
Moi, je crois que effectivement, le plus simplement, c'est de temps en temps faire passer de la musique dans la cuisine, dans la voiture. Je crois que plus on fait les choses de manière extrêmement simplement, plus on les réussit. Donc, dans la voiture, dans la cuisine, dans la maison, on habitue à ce que cette musique-là soit autant écoutée que de la musique pop ou de la musique j'en sais rien, moi, espagnol, ou enfin, voilà, toute forme de musique, il faut que celle-ci ait juste sa place au même titre que toutes les autres, de manière à ce qu'elle soit naturelle. Voilà, c'est naturel. Donc, qu'elle soit là. Et plus l'enfant va en écouter, plus il va se familiariser et finalement juste être bien. Et dès lors qu'il va être bien avec cette musique, bah, c'est ce que je reprenais avec l'image du verre d'eau. Vous aimez l'eau, vous en buvez. Vous aimez la musique classique. Moi, j'aime pas beaucoup le mot classique, en fait, mais la musique de Mozart, bah, vous l'écoutez, vous la mettez. Et en fait, toute forme de musique, surtout ne pas se dire « oh, celle-là est trop sérieuse ». Non, parce que quand un enfant va découvrir d'un seul coup tout un orchestre ou des trompettes qui vont jouer toutes ensemble, ou juste une flûte toute seule, c'est forcément des sons, une force, ou au contraire une douceur qui va lui parler. Parce que cette musique, en fait, c'est un langage. Donc, surtout, ne pas penser facile, difficile, connu, pas connu. Non, ça parle. Et ce langage des sons que l'enfant perçoit totalement. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas penser à soi. Il ne faut pas se dire, oh là là, moi, j'ai du mal. Non, il faut donner. Et plus on donne tôt dans l'enfance, plus, en fait, on rend cet accès parfaitement naturel. Il n'y a plus de codification de simplicité, difficulté. Tout ça n'existe plus. J'espère que j'ai facilité l'accès. C'est vrai qu'on recommande par exemple aux femmes enceintes de diffuser de la musique classique pour un peu diffuser du calme aussi. C'est reposant de la musique, justement. Certains morceaux sont très calmes et joyeux. Oui, mais je crois que ça va aussi au-delà du… Bien sûr, mais il y a aussi des musiques modernes qui sont calmes, d'autres joyeuses. Enfin, je crois que c'est surtout qu'il y a toute cette construction des instruments, toute cette science finalement de l'écriture à laquelle on n'est pas censé comprendre quelque chose. Et c'est pas une obligation, et voilà. Mais toute cette science de l'écriture, quand vous regardez une partition, tout est fait pour aller ensemble. Si vous mettez deux notes l'une à côté de l'autre qui ne vont pas ensemble, elles ne vont pas faire un beau son. Et donc, vous n'allez pas l'aimer. Donc, c'est tout ce petit travail qui est en fait un travail considérable, et vraiment, c'est de la grammaire musicale. C'est ça qui fait qu'en fait, il y a quelque chose qui s'opère dans la réception. Parce que c'est justement toute cette intelligence dans la construction qui fait que vous recevez, que le corps reçoit et que l'enfant dans le ventre de sa maman reçoit quelque chose qui va être d'une… Voilà, il y a plein d'étages de construction. C'est pas juste… Et alors, nous, on sent bien que l'enfant va se sentir bien ou pas bien, mais moi, j'ai un souvenir personnel parce qu'à cette époque-là, j'étais agent artistique et j'écoutais pour des auditions de chanteuses. C'était à l'Opéra Comique à Paris. Et j'étais enceinte de ma première fille. J'étais très enceinte. Et cette audition-là portait beaucoup des chanteuses auditionnées sur l'air de La Reine de la Nuit, le fameux air où elle embarque sur un contrude, donc cette note absolument inatteignable pour beaucoup. Et toutes arrivaient et boum, déclamaient. Alors, pour certaines, c'était réussi. Et pour d'autres, ça l'était un peu moins. Parce que c'est une vraie… c'est acrobatique, si j'ose dire. Et l'une d'entre elles, malheureusement, a manqué sa note. Immédiatement, je ne savais pas que j'entendais une fille. Donc, bien, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai ressenti un coup de pied dans le ventre. C'était mais immédiat. Donc, j'étais désolée pour cette chanteuse, mais ma fille nourrice dans mon ventre n'avait pas apprécié le fait que la note n'arrive pas à côté. Donc, c'est vraiment, voilà, on est bien ou on n'est pas bien. Mais derrière, il y a toute une construction qui est très… Voilà, on sait pourquoi ça va ou ça ne va pas.
On a une deuxième question de Jean-Baptiste. Quelles sont les œuvres les plus accessibles pour les enfants? Moi, je le répète, j'ai un fils qui aujourd'hui, je suis désolée, je parle de moi, mais finalement, ce sont des experts. Mais puis de par mes concerts, j'ai programmé de la maternelle, enfin du primaire au lycée, je sais pas, des centaines de concerts avec des répertoires, des musiques toutes différentes. J'ai jamais pensé à un moment, est-ce que ça va être facile ou pas facile pour eux? Et je me souviens d'ailleurs très bien qu'à l'un de ces concerts, j'avais programmé un quatuor de Shostakovich. Donc, c'est une musique que vous pourriez imaginer pas facile, parce qu'effectivement, on n'entend pas trop une mélodie. Parce que qu'est-ce qu'on aime quand on écoute de la musique? C'est se sentir bien, on est un peu paresseux. Donc, la musique est douce. Donc, c'est la musique de Shostakovich, c'est pas ça. Et il y avait une journaliste du Figaro à cette époque dans la salle et qui avait ensuite écrit son article parce qu'elle était stupéfaite que toute la salle qui était composée essentiellement d'enfants, parce que c'était un concert en famille, mais c'était essentiellement des enfants, donc en fait tout le monde avait écouté et était embarqué par la musique. Il n'y a pas de facile ou pas facile. L'enfant, il est porté par les sons. Donc, vous mettez une symphonie de Beethoven, elle va être tellement incroyable qu'il va être scotché. Vous lui mettez un concerto, le concerto pour violon de Mendelssohn, qui est absolument incroyablement beau quand d'un seul coup le violon joue. Mais voilà, tout est bon. J'ai vraiment, tout est bon. Tout est bon. Souvent, on dit donnez pas du roquefort à vos enfants, ils n'aiment pas ce fromage-là. Non, c'est pas vrai. Un enfant peut aimer le roquefort. Un enfant, il peut aimer Brahms, Chopin, Bach, Mozart. Il va y aller. C'est comme quand il va y aller. Parce que ça va l'emmener dans des paysages de sa personne. D'un seul coup, c'est ce que je disais, il va se sentir fort. D'un seul coup, il va se sentir tout tendre. D'un seul coup, il va se sentir submergé. Donc, il va comprendre qu'il se passe plein de choses. C'est ça qu'il va aimer. Alors, Jean-Baptiste vous dit merci beaucoup pour votre réponse. Une autre question de Brian. Oui, il y a une question que je vois là, qu'il ne peut détacher l'image qu'il se fait de Mozart enfant à cause du film de Milos Forman. Alors, je suis très heureuse de voir cette remarque parce que, évidemment, moi aussi, je connais ce film. Et j'en ai beaucoup parlé avec des collaborateurs, des artistes, etc. Et c'était un parti pris de ma part parce que ce film, qui est un très beau film et qui a eu un succès fou, a néanmoins pris le parti de présenter Mozart sous ce personnage grotesque, avec ce rire assez insupportable. Il y a une chose que je voudrais préciser, c'est que tout d'abord, au XVIIIe siècle, c'était absolument normal de parler de la manière dont on digérait, de la manière dont on allait, dont l'estomac se comportait. Enfin, ça faisait partie de la bonne santé. Je veux dire, un corps qui était en bonne santé physique, eh bien, c'était la bonne santé morale. Donc on parlait de tous ces paramètres avec énormément de naturel, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout le cas. Donc, du coup, on a l'impression que Mozart était un personnage grossier. Il était, certes, cash, on pourrait dire, mais en aucun cas grotesque. Il aimait faire des jeux de mots, il aimait avec sa cousine, il aimait… Mais enfin, le 18e, c'est quand même le siècle des Lumières, il y avait une liberté du corps et des expressions. C'est le 19e qui nous a enfermés dans de la fausse pudeur. Aujourd'hui, on est là à faire les choquer. Soyons naturels. Donc Mozart, il ne faut pas se choquer. Et il est vrai que j'ai pris aussi un certain parti de le remettre dans un état pur, c'est-à-dire sans exacerber un côté de sa personne, de manière à ce que les enfants puissent le recevoir, ou l'adulte qui lirait le livre. C'est d'ailleurs souvent des adultes qui m'ont fait cette remarque, forcément, puisque le film a un certain âge, pour le remettre au niveau zéro, tel que lui était quand il écrivait et qu'il partageait sa vie. J'espère y être parvenue.
Et, et vous aussi, vous avez grandi donc, avec un livre en particulier. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre livre d'enfance? Ah, alors, mon livre d'enfance, c'est en fait, alors voilà, c'est L'enfant et les sortilèges. J'ai toujours été assez fascinée en fait par ce livre. Alors, L'enfant et les sortilèges, c'est une histoire qui est écrite par l'auteur Colette, qui a été mise en musique par Maurice Ravel. Je l'évoque d'ailleurs dans le livre de la collection J'aime la musique, Le jardin féerique de Maurice Ravel. J'évoque ce petit opéra où il fait parler les animaux, il les fait danser, il fait parler la tasse chinoise dans un langage absolument incompréhensible, c'est très drôle. Et parce que en fait, ce petit enfant qu'on voit si doux sur la couverture, qui a un air un petit peu comme un petit ange, hein, eh bien en fait, il ennuie terriblement tous les animaux qui l'entourent, son chat, les petits animaux qu'il rencontre et ses jouets. Et donc, ça va être la vengeance, ça va être la vengeance de tous les animaux, voilà, moi des photos comme ça, des dessins comme ça me paniquait complètement. Alors, c'est peut-être un peu étrange de vous présenter un livre qui me faisait complètement paniquer, mais en fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à quelle musique présenter aux enfants. Et c'est vrai que, par exemple, L'enfant et les sortilèges, Maurice Ravel, c'était vraiment un opéra, je me disais, mais oulala, qu'est-ce que c'est bizarre. Enfin, vraiment, il y avait un côté un peu, ce côté un peu féerique, un peu fantastique qui, moi, en tant que petite fille, me laissait vraiment. Et avec le recul et en le racontant dans mon livre pour les enfants, en fait, je me dis, mais c'est super drôle, et cette tache chinoise sur des airs de jazz, parce que c'était l'époque où le jazz rentrait, la musique jazz était en train d'être connue en Europe, donc les musiciens allaient aux États-Unis chercher, et Maurice Ravel s'est imprégné dans sa musique de rythme de jazz, et en fait, sa musique est complètement géniale, et tous ces animaux qui dansent, et en fait, voilà, et finalement, je me dis, mais c'était assez fabuleux. Et on m'aurait, à l'époque, donné ou dit ces 2-3 petites choses, bah, peut-être que j'aurais moins trouvé cette musique absolument bizarroïde. Donc, du coup, quand j'ai écrit Le jardin féerique de Maurice Ravel, je me suis fait un vrai plaisir à repartir sur L'enfant et les sortilèges pour que quand l'enfant le découvre, il n'ait pas la mauvaise impression que j'ai eue et que finalement, il dise, bah oui, c'est super. Voilà. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Si vous voulez, moi, je vous propose de redécouvrir Farandole de Contine au piano. Donc, alors, on avait mis quelques exemples, donc, comme on le disait tout à l'heure, avec Promenons dans les bois, dans la forêt lointaine ou au clair de la lune. Je vous laisse soit sélectionner l'un des trois ou alors nous en faire découvrir un nouveau. Je ne vous ai pas entendu, Louise, pardon? Vous pouvez soit nous faire découvrir un des trois, soit un nouveau de ce livre. Alors, on va effectivement finir en musique et je vais appuyer sur une piste. Je ne sais pas laquelle, mais en tous les cas, ça sera une jolie façon de se quitter avec le piano d'Abdelrahman El-Bacha et avec celle-ci, par exemple, qui est… Gentil coquelicot. Ah ben non. Attendez. L'empereur, ah oui. Sa femme et le petit prince. Pour apprendre les jours de la semaine. Dites-moi, combien y a-t-il de jours dans une semaine? L'empereur, sa femme et le petit prince s'en vont rendre visite un lundi. Mais ils doivent revenir le lendemain, puis encore le lendemain et encore le lendemain. Pour chaque jour, le piano reprend le refrain. Alors combien de fois va-t-il le jouer? Et voilà. Oui, c'est vrai que c'est indémodable. Voilà, donc maintenant, à tout le monde de chanter une petite comptine au choix, en famille, tranquillement, pour ce dimanche 6 décembre. Voilà. Oui. Bien, merci beaucoup en tout cas, Marianne. Merci à tout le monde. Et puis, beau chemin en musique, parce que
Voilà, c'est quand même tous ces petits moments où en plus on peut être tous ensemble, ce qui est assez magique. Même si on n'est pas nombreux comme en ce moment, je pense qu'on peut y arriver. Merci Oui. à tout le monde. Merci. Au revoir. Et puis, si vous souhaitez découvrir d'autres lives, cet après-midi, on a une rencontre avec Alain Fességur et aussi ce soir avec le docteur Sylvie Dieu-Ossiga. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci Marie également. Et puis, un très bon dimanche à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.